Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Aujourd'hui, nous allons parler des troubles du comportement face à l'alcool. Et pour le faire, nous avons donc parmi nos invités le docteur David Mété. Docteur, vous êtes donc addictologue, vous travaillez au service du CHU, mais vous êtes aussi président d'une fédération, c'est ça ? Oui, tout à fait, la Fédération régionale d'addictologie de la Réunion qui essaie de rassembler un petit peu les acteurs et les personnes qui sont intéressées par ces questions. Très bien. Nous avons aussi un autre médecin en médecine d'urgence d'interne. C'est ça. Farah Tagoli. Bonjour à tous. Et nous avons aussi Jean-François Waro, qui est vice-président de l'association Les Maillons de l'Espoir. Bonjour à tous. Alors, cette problématique liée à l'alcool, tout le monde en parle, tout le monde dit que voilà, ça concerne des gens, mais peu de gens se sentent directement faibles face à l'alcool. Beaucoup disent que ça concerne les autres. Est-ce que c'est vraiment un constat que vous partagez ? Alors oui, c'est vrai que c'est une façon assez régulière d'envisager les choses. L'alcool, c'est toujours le problème de l'autre, c'est rarement notre problème personnel, parce que ça nous amène à devoir nous interroger sur notre propre consommation et nous poser des questions, et donc il y a toujours un petit côté un peu culpabilité, hein, alors que cette problématique, il est vrai, est très répandue en réalité. Et est-ce que lorsque l'on parle de consommation d'alcool, on a l'image de celui qui malheureusement est sous devant la boutique, mais ce n'est pas que ça, il y a aussi l'alcool caché, il y a l'alcool, je dirais, mondain aussi. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a l'image un peu d'Épinal, comme on dit, de la personne qui attend l'ouverture de la boutique le matin, qui a du mal à marcher, qui a les mains qui tremblent et qui a besoin de ces 2 coups de sec que le camarade ou que le boutiquier lui mette dans le gosier tellement ses mains tremblent et qu'il n'arrive pas lui-même à porter le verre à la bouche. Mais en réalité, vous avez tout un tas d'intermédiaires, de situations problématiques pour ces troubles, ce qu'on appelle les troubles liés à l'usage de l'alcool, avec des gens qui boivent excessivement, avec des gens qui boivent dans des moments où il n'est pas convenable de boire parce qu'ils ont un traitement, parce que c'est par exemple une femme enceinte, parce qu'ils sont en train de rouler, et des personnes qui vont vers un niveau de plus en plus important et de plus en plus sévère de dépendance et d'addiction pour aller jusqu'à cet extrême de la personne dépendante physiquement. Donc finalement, est-ce que on n'a pas besoin d'attendre d'être dépendant pour dire qu'il y a parfois un problème face à l'alcool ? Oui, tout à fait, et il faut être attentif. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'alcool en tant que tel, c'est une substance toxique. C'est pour notre corps une substance toxique dès le premier verre. C'est dès le premier verre une substance aussi cancérigène, hein. Ça, ce sont des réalités. On a du mal à les entendre dans notre pays parce qu'on a une culture de l'alcool, parce qu'on a une économie qui pèse assez lourd sur la fabrication de boissons alcoolisées. Mais en réalité, l'alcool n'est pas un produit comme les autres. Ce n'est pas comme l'eau minérale, comme des choses comme ça, comme d'autres biens de consommation courante. L'alcool, c'est une substance toxique, cancérigène, addictive, dont notre usage doit être vraiment limité à tout prix, hein. Les consignes de consommation qui ont été établies notamment il y a 2 ans par Santé publique France et reliées par le ministère de la Santé, c'est de ne pas dépasser 2 verres par jour et de marquer au moins 2 jours par semaine où on ne boit pas, où on est abstinent. Ça, ce sont les recommandations actuelles, et donc je pense que pour bien des auditeurs, ça doit les interpeller, puisque dans bien des cas, les gens dépassent ces niveaux, qui sont des niveaux pour limiter les conséquences néfastes de l'alcool, hein, pas les écarter totalement. Alors, oui, limiter. Jean-François, vous avez un parcours face à cette problématique qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes abstinent depuis combien de temps ? Moi, ça fait déjà 30 ans que je suis en abstinence, mais en 2000, j'ai dû replonger pendant 3 ans. Et ces 3 ans-là, c'était infernal, c'était pas possible. Donc, je vous dis franchement, grâce à ma femme et mes enfants, c'est à eux que je dois ça. C'est à eux, parce que c'est eux qui m'ont soulagé, qui m'ont aidé à m'en sortir de cette problématique de l'alcool. Même ma première cure, c'est ma femme qui m'a aidé. C'est ma fille qui m'a aidé pour sortir de cette problématique. Donc, moi, je vous dis, pendant ces 3 ans-là que j'ai passé en l'an 2000 jusqu'à 2003, crois-moi, c'était l'enfer.
C'était un enfer. L'enfer, est-ce que vous pouvez décrire un peu cet enfer? Qu'est-ce que c'était au niveau hygiène, au niveau relation ou au niveau santé ou un Au peu niveau relation, au niveau santé et tout. Parce que moi, je suis un malade alcoolique. Je suis un malade alcoolique et j'ai le diabète. Donc, je pense que l'alcool et le diabète, ça ne fait pas bon ménage. Donc, c'est pour ça que à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut connaître s'arrêter. Il faut avoir... Je n'ai pas le don, mais il faut avoir un... comme dit Franchin, il y a un déclic. Il faut avoir ce déclic pour savoir s'arrêter. Et ce déclic, docteur Tagoli, est-ce qu'il peut être le départ lorsqu'on se retrouve aux urgences, par exemple? Et là, c'est vrai, on a un problème face à l'alcool lorsqu'on est obligé d'aller aux urgences. Alors oui, effectivement, moi, en tant qu'interne, je suis amenée à voir au cours de mes gardes ou même au cours de mes jours en stage des personnes donc avec ce problème d'alcool parce que l'alcool entraîne plusieurs conséquences au niveau physique, donc au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau neurologique. Et effectivement, on est amené à voir des gens qui arrivent en pleine crise convulsive ou même en plein syndrome de sevrage parce qu'ils ont été dépendants en fait physiquement à l'alcool et voilà. C'est-à-dire qu'au moment où ils veulent s'arrêter, ils peuvent être en période de crise. Bien et donc, sûr. ils se retrouvent encore chez vous aux urgences. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je pense que je laisserai le docteur expliquer un petit peu ce qui se passe quand on est en sevrage, en fait. Docteur ? Oui, alors le risque de sevrage, il se produit en effet chez les personnes qui ont le plus haut niveau de dépendance. Et ce niveau de dépendance, il est particulièrement élevé à La Réunion, où au niveau des services d'urgence, il y a deux caractéristiques. Nous avons le taux le plus élevé au niveau national de passage aux urgences pour ivresse éthylique aiguë et le niveau le plus élevé pour des tableaux de dépendance et de sevrage. Donc nous sommes au plus haut niveau national. Pourquoi ? Vraisemblablement, eu égard à la particularité des consommations à La Réunion, où on a cette habitude de consommer des alcools forts, et en particulier les alcools issus de la filière sucrière, le rhum à 49 degrés, quand c'est pas du whisky ou des alcools de ce type dérivés. Il y a une préférence quand même de la population locale pour des alcools forts qui amènent à un niveau de dépendance rapide et particulièrement intense, et qui explique ces tableaux très bruyants, très spectaculaires de ces tableaux de dépendance. Les jeunes médecins qui ne connaissent pas La Réunion, qui arrivent aux urgences, ou les médecins qui prennent leur poste venant de l'extérieur à La Réunion, sont toujours surpris par cette importance de la prévalence des tableaux en relation avec l'alcool aux urgences. C'est vraiment, ça représente énormément. En début de mois, lorsque les prestations sont versées dans les services d'urgence, c'est un tableau apocalyptique de personnes qui arrivent en état d'ébriété aiguë à ne plus savoir où les installer, tellement il y a de monde. Donc c'est vraiment des problématiques, des sujets un peu tabous, des sujets dont on n'aime pas trop parler parce que ils ont, c'est vrai, un caractère stigmatisant. Mais je pense, moi, en tant que médecin addictologue, que c'est au contraire en abordant ces questions qu'on viendra à leur apporter une solution. Cette problématique de l'alcool, vous savez, c'est une problématique qui a plusieurs siècles à La Réunion. C'est un problème ancien. C'est un sujet, justement, tabou. C'est un sujet qui laisse face à la fatalité, un comportement fataliste, beaucoup de personnes. Moi, c'est contre ça que je me bats. Je me bats avec les associations, avec les maillons notamment, qui sont représentés ici, pour qu'on prenne mieux en charge ces problématiques, pour qu'on étudie ces problèmes de façon plus efficace et qu'on leur apporte enfin une solution efficace. Tout problème a une solution. C'est une question de volonté et d'acceptation, de remise en cause aussi de certains intérêts économiques qui malheureusement prévalent jusqu'à présent. Certains intérêts économiques. Et justement, on va retrouver un reportage où Daniel nous décrit, lui, son propre parcours. Bonjour, c'est un peu que moi j'étais un petit peu malade. À un moment, moi j'avais des problèmes au niveau santé et alcoolisme. Donc, moi je suis venu en maison d'accueil sur le 22e. Là, on entend quand même m'y boire. Un apéritif, on est tombé dedans à fond, donc alcoolique.
Maintenant, on l'a pratiquement arrêté, mais arrive à boire encore un apéritif. Je dirais qu'à la période que je vivais en abondance, jusqu'à ce que tu es sous, c'est pas le meilleur choix qu'on me l'a fait, quoi. Oui, moi, elle est diabétique, donc on a eu des problèmes, on a toujours le diabète, assez invariable en plus. C'est peut-être dû à l'alcool, je sais pas. Et on a eu des problèmes de foie. Bah, je pense que ça peut être dû à l'alcool. Moi, c'était du rhum, du bobognac et de la bière. À part ça, pas grand-chose d'autre. Bah, m'y buvais de temps à autre dans un bar ou deux, là où m'y passait peut-être éventuellement, mais plutôt à la maison. Si le bouc n'a pas d'argent, le bar il fait le crédit, est vrai ça? L'argent en droit, oui. Dommage, je ne devrais pas donner. Moi, la gagne boire à crédit. L'école a fait payer de pleines affaires ou pas? Oui, beaucoup de choses de ma vie. Dommage. J'aurais aimé que ça soit différent. Moi, là, plus ce côté des amis, moi, plus le côté où familial, ça a diminué. Et c'est à cause de l'alcool, j'ai perdu ma femme. À quel âge vous la boire votre premier verre d'alcool? Est-ce qu'on rappelle? Réellement, il doit avoir dans les 24 ans à peu près. C'était un plaisir, c'était une joie le bar. Contrôler, m'y pensais pas ce jour-là. La preuve, c'est que c'était dur. Maintenant, il était dur là, de bien ralentir au niveau que j'étais. J'ai choisi de m'arrêter. Et j'aimerais pouvoir y arriver intégralement. Moi, là, il y a des soutiens familiales. Mais au niveau des amis, pas beaucoup. Ceux qui buvaient, le soutien, c'est de ramener la bouteille, ou sinon, ils m'offraient à boire. Mais s'ils ont de l'alcool, j'ai peur d'être tenté. Donc, je préfère ne pas les revoir. Ou dis-moi, de temps en temps, on boit un petit coup, un apéritif. Quelle fréquence, par exemple? Bah, mais je dirais, j'arrive à moins à boire disons 3 apéritifs par semaine, à peu près. On va dire comme ça, et c'est déjà beaucoup. C'est moi qui contrôle l'alcool à ma façon, mais boire quand même encore un apéritif. La famille où je suis, ils sont pas trop d'accord, mais on a été 2 fois en cure, et comme ça n'a pas marché la première fois, c'est une connerie par rapport à quelqu'un d'autre qui avait caché des verres, des bouteilles sous mon matelas, donc l'a mis à moi à la porte, m'a redemandé une cure. Et en réalisant qu'à l'hôpital, tout le monde était alcoolique, moi j'ai préféré faire ma cure moi, personnellement. Vous êtes en train d'arrêter, en même temps vous boit de temps en temps? Arrêter d'un coup, c'est difficile, donc il faut l'accepter aussi, mais il faut faire l'effort de s'arrêter. Et là, comment on voit l'avenir? Essayer de reprendre la vie et réussir à remettre toutes les choses dans l'ordre. Oui, Daniel qui nous explique qu'il fait sa cure par lui-même. Jean-François, vous avez fait le même parcours? Non, je ne pense pas avoir fait le même parcours. J'ai bu, mais pas comme lui. Lui, par contre, il me dit qu'il va s'arrêter tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible de s'arrêter tout seul. Il faut savoir, il faut aller vers les addictos, aller dans des associations. Par exemple, comme nous, Mayonnaise n'est-ce pas, mais il faut aller vers ces structures pour bien être canalisé sur l'alcool, quoi. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter tout seul, c'est pas possible. Aujourd'hui, on dit on arrête, on ne boit pas, mais demain, après-demain, on va reprendre une petite goutte, et quand on boit une goutte, ça déclenche tout. Et c'est foutu, c'est mort d'avance. L'abstinence, c'est 0 goutte, hein, sinon c'est pas possible. Ah oui, c'est 0. Pour être franc, il faut ne pas toucher une goutte d'alcool, il ne faut pas toucher. Parce que si on boit une goutte, on déclenche tout. Et croyez-moi, moi j'ai fait l'expérience pendant l'an 2000, mais croyez-moi, 2000, c'était la fête, c'était l'exception, on change de siècle. Oui, on dira ça. On a dit, allez, une seule fois, et c'est la dernière, c'est un peu ça. Ça déclenche tout, ça. On retombe carrément dans le pétrin, quoi. Docteur, c'est ça, 0, ou sinon on est tenté à repartir plus loin? Alors 0, voilà, l'abstinence, c'est vrai que ça reste un petit peu l'approche idéale. Dans les faits aujourd'hui, c'est vrai que la recherche dans le domaine des addictions, et notamment sur la question de l'alcool, essaie de répondre à l'attente des usagers qui serait plutôt, pour la majorité d'entre eux, de retrouver un usage
un usage modéré de l'alcool. C'est difficile, ça reste une démarche très difficile qui convient peut-être pour un petit nombre avec un suivi, avec des traitements. Aujourd'hui, on a des traitements quand même qui parviennent à amener une certaine modération. Donc cette modération, elle peut être parfois envisagée, mais pour une proportion assez réduite des personnes et souvent qui ne présentent pas une addiction trop sévère. D'accord, donc quand on est arrivé à un stade sévère de l'alcool, là, la démarche doit être complètement différente alors. Voilà, la démarche, elle est souvent de passer par une prise en charge, comme ça a été dit par Jean-François, où c'est nécessaire en effet d'être soutenu médicalement, d'être soutenu socialement, psychologiquement par sa famille, pour justement aller vers autre chose, retrouver la confiance en soi, s'abstenir de l'alcool, retrouver donc sa santé, travailler sur sa réintégration sociale et surtout cheminer dans la durée. L'addiction à l'alcool, comme les autres addictions, est une maladie chronique. Elle doit être prise dans la continuité, dans la durée, comme le sera le diabète ou l'asthme ou l'hypertension, des maladies comme ça. Ce sont des personnes qui vont avoir besoin d'être suivies dans la durée, dans le temps, même si à un moment donné, il y a des soins qui peuvent être moins importants. Ce sont des personnes qui peuvent avoir besoin à un moment donné d'aide, parfois 10 ans, 20 ans après, parce que après 20 ans d'abstinence, on peut, à la faveur d'une fête, d'une mauvaise nouvelle, prendre un verre, et ce verre, malheureusement, c'est la clé dans le moteur qui remet en marche un moteur qui redémarre au quart de tour et qui a tendance à rattraper un peu même le temps perdu. Presque surcompensé. Et lorsque les gens arrivent aux urgences, est-ce qu'ils vous arrivent, ils arrivent parce qu'ils sont blessés, ils ont fait une chute, par exemple, ils sont cassés quelque chose, mais avec une problématique d'alcool. Vous les orientez vers une aide, vous leur proposez la dictologie, ou finalement vous soignez le problème pour lequel ils sont venus et vous attendez qu'ils fassent une démarche personnelle? Alors effectivement, on a plusieurs cas de figure aux urgences. On peut avoir celui qui arrive après la crise convulsive, on peut avoir celui qui arrive en plein syndrome de sevrage, on peut avoir celui, ça nous arrive beaucoup, qui est retrouvé sur la voie publique, complètement inconscient. Donc lui, il n'a pas fait une démarche personnelle pour arriver chez vous, bien du sûr, coup. il est amené en général par les pompiers, et puis là on comprend qu'en fait il était alcoolisé. Et faut savoir juste que l'addiction à l'alcool c'est quelque chose, mais il y a aussi des co-addictions. Je pense que le docteur en parlera un peu plus tard. Et il y a ça aussi à prendre en compte, à s'en charger. Et effectivement, nous on propose bien sûr une prise en charge addictologique, mais ça se fait pas dans l'urgence, ça se fait sur le long terme, et ça part beaucoup de la volonté en fait du patient. Donc, dans le discours, vous lui dites que ça existe et après vous attendez que le déclenchement soit personnel. On leur dit que ça existe, on leur explique les démarches pour contacter le service, on leur propose si ils veulent voir un addictologue. Et puis ensuite, il y a beaucoup de la volonté en fait du patient. Alors là, on a vu Daniel qui disait qu'il va essayer de s'en sortir par lui-même. Je vous propose de voir un deuxième reportage où on voit une femme, Marguerite, qui elle a fait la démarche de demander de l'aide. Donc essentiellement aujourd'hui nous allons parler de notre semaine des addictions qui arrive à grands pas, c'est du 25 au 30 octobre 2020. GSA nous est capable, donc nous a touché à peu près 260 000 personnes en GEM. Donc moi je compte dessus autres pour que véritablement les autres portent la parole. Moi c'est Marguerite Dufour, mais moi je viens d'une famille alcoolique, mais je pense que ma maman, mon papa, la fait moi moitié dans l'alcool. Ça, sur 8 enfants, il n'y a rien que 2 alcooliques. L'autre, il est mort à 56 ans. Et moi, on a 57 ans et il veut en sortir à moi. Mes enfants et mon mari aussi, ils veulent que m'y en sorte à moi. On est très proche de ma famille, de ma maman surtout. Et elle était une alcoolique à fond. Elle a 87 ans. Le 17, elle aura 87 ans. Elle est en pleine forme, même si elle est handicapée. Avec l'alcool, elle est handicapée. Le monde souvent il parle de cette maladie pour les hommes, mais en fait il touche les femmes. Ah, beaucoup de femmes. Mais ces jeunes de lycée, collège là. À 6 ans. Non, excusez-moi monsieur, 10, 11 ans, ces jeunes-là, mes voisins en train de fumer, boire. Je me dis mon Dieu, où les parents il est là-dedans. Et c'est ben fille, c'est ben petite fille. Parce qu'elle a commencé à travailler, après elle avait des copains et copines, le samedi et dimanche, c'était la fête. Après, moi a connu mon mari boit, mais lui boit raisonnablement, mais pas comme moi.
Mais moi, la partie m'a dérivé complètement. Alors que moi, on a une vie merveilleuse. Et à quel moment là commence à basculer? Quand mon fils, il n'était pas bien à l'école, où il a commencé à rentrer au collège, et ça n'allait plus du tout. C'est-à-dire que dès qu'il arrivait un moindre petit truc, il sentait que mon maman n'était pas bien. Alors, c'était la bouteille qui pouvait accompagner moi dans ma souffrance. Tu ne tombes pas, tu es à où? S'il arrive à moi. Et c'est mon maman, il a une tire moi dans ma baignoire, dans de l'eau. Moi, elle a passé des étapes pas possibles. Quand je faisais des cures là-bas, de 2 ou 3 mois, il ne marchait pas. Au bout d'une semaine ou 2, il repartait. Et c'est toujours mon mari, il ne voyait pas rien, lui. Il n'a rien que mon fils, il voyait. Les médecins là-bas l'ont envoyé à moi ici, il m'a fait 4 ou 5 cures là-bas. Zati voulait dire moi comme ça, Zati voit absolument que c'est ici. Par contre, moi, on a des camarades, quand on est revenu ici, ils n'ont jamais voulu dire à moi que moi, je suis alcoolique. Mais quand moi, me disait ça, je dis ben oui, Marguerite, me connaissait que vous étiez alcoolique, vous avez tombé dans l'alcool. Mais nous, ce n'était pas à nous de dire, mais c'est où de dire nous. Voilà, ça a fait moi du bien quand on dit moi ça. On a 3 mois de ça, on l'a rechappé, mais depuis, les bons là. Et pour l'instant, pour moi, elle me dit merci mon Dieu, il me fait soigner moi par le CHD. Moi, elle trouve l'association, elle a eu du mal à venir à l'association du Maillon de l'Espoir. Et ça l'a aidé à moi beaucoup, beaucoup. Moi, quand je cherchais de travail, moi, elle a repris un travail, mais il ne lâche pas d'autres parce que pour moi, j'ai besoin d'autres. Mi lâche pas autres, moi la besoin d'autres. Là, on a vu une femme. Finalement, l'alcool, l'image qu'on a, c'est le monsieur devant la boutique, comme vous le disiez en introduction, mais ça touche tout le monde. Exactement, ça touche tout le monde, ça touche toutes les couches de la population, y compris au plus haut niveau comme au plus bas niveau. Tout le monde peut être concerné par cette problématique qui va après se décliner de façon différente. On va pas boire bien sûr les mêmes choses pour quelqu'un qui vit dans la rue que quelqu'un qui se trouve avec un niveau de vie très 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 élevé, ou qu'on soit femme ou qu'on soit homme, il y a des différences. Là, on a un témoignage d'une dame, et moi, je voudrais vraiment lui rendre hommage, parce que souvent, la société stigmatise les femmes qui boivent. Les femmes qui boivent, elles peuvent être concernées exactement comme les hommes. Mais le regard de la société, compte tenu de leur nature de femme et du fait qu'elles transmettent la vie, va être un regard extrêmement sévère et profondément injuste. Ce regard, il amène à des consommations qui sont souvent encore plus secrète, plus cachée. Et elle le dit dans le reportage, seulement son fils s'en rendait compte, parce qu'elle pouvait même le cacher à son mari. Tout à fait. C'est souvent 5 ans, 10 ans plus tard que pour un homme, qu'une patiente, qu'une dame va être prise en charge en raison de l'injustice de ce regard social sur cette problématique. Cette problématique, c'est aussi un nombre important d'enfants, vous savez, qui naissent ayant été exposés à une alcoolisation fœtale pour des personnes qui sont souvent dans des situations très 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 difficiles. C'est le cas de Marguerite. Elle disait qu'elle est née dans une famille d'alcooliques. Elle le disait même, on n'a pas pu tout mettre dans le reportage, que son fils lui-même est malheureusement exposé à cette problématique et qui boit aussi. Et donc, elle est aidée par sa maman qui, elle, est alcoolique, qui a 87 ans. Elle veut aider son fils qui est alcoolique, et elle-même, elle est malade de cette problématique. C'est une problématique familiale, héréditaire. Alors, dans le côté héréditaire, il faut être prudent. Il y a ce qu'on va appeler une vulnérabilité d'ordre génétique qui peut comprendre à peu près une proportion de 30 à 60%, qui sont des facteurs de vulnérabilité de développement d'une pathologie addictive. Attention, l'alcoolisme n'est pas une maladie génétique, mais il y a des facteurs génétiques de vulnérabilité ou de protection. Et c'est bien entendu aussi un environnement psychosocial, familial, avec ses us, ses coutumes, avec ses traumatismes. Mais ce n'est pas une fatalité. Voilà, il faut vraiment, je crois que c'est très important, il faut se garder pour la question de l'addiction à l'alcool, d'avoir des réponses en oui ou en non, et toutes faites. La réalité de ces pathologies, elle est en réalité complexe, et il faut en accepter la complexité justement pour mieux les prendre en charge, pour mieux aider ces personnes.
Merci docteur, et dites-moi, est-ce que vous avez une actualité avant de nous quitter sur cette première partie? Alors oui, tout à fait, avec l'association les Maillons de l'Espoir qui est présente à nos côtés aujourd'hui, nous organisons à la fin du mois, la semaine du 25 au 30 octobre, une semaine de prévention des pratiques addictives et des comportements à risque à destination des jeunes. Et le point d'orgue de cette semaine, ce sera le samedi 30 octobre, avec un village de la prévention des pratiques addictives et des conduites à risque, avec de très nombreux partenaires. Donc on s'intéressera aux addictions, mais aussi aux comportements à risque, la violence, les maladies sexuellement transmissibles, la conduite routière. Et il y aura aussi notre traditionnelle donc journée sans alcool du 30 octobre, avec un défilé vers la préfecture pour dépôt d'une motion demandant une meilleure prise en charge de ces problématiques sur notre île qui font du mal depuis bien trop longtemps sur notre île. En tout cas, merci docteur, merci pour toutes ces précisions, pour cette invitation à la caravane de l'espoir, et nous nous retrouvons dans une deuxième partie où notre ami Jean-François pourra nous donner encore plus d'éléments sur cette caravane. À bientôt.